Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger littéralement au cœur de la mécanique de l'un des pirates biologiques les plus célèbres et les plus redoutables de toute l'histoire humaine, le VIH. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre son mode opératoire. Pas avec de grands concepts abstraits, non, on va regarder sa biologie de très près. Alors, au menu de notre exploration d'aujourd'hui, on a 5 grandes étapes. On commencera par l'émergence de la pandémie, ensuite on va dresser le profil du virus, puis on identifiera ses cibles, on passera en revue les différents stades de l'infection, pour terminer sur le stade du sida. Allez, c'est parti avec notre première section, l'émergence d'une pandémie, là où le mystère historique commence. Ce fameux ruban rouge, on le connaît tous. C'est un puissant symbole de solidarité. Mais au-delà de ça, il incarne surtout une véritable énigme clinique qui a fait surface en 1981. Imaginez un peu. À l'époque, 5 cas totalement inhabituels de pneumonie apparaissent soudainement chez des patients à Los Angeles. C'était le tout début, le point de départ d'un casse-tête médical sans précédent. Et ce qui a suivi, c'est une course contre la montre scientifique acharnée sur 15 ans. On part de ses premiers cas en 81 et boum, en 83, l'Institut Pasteur parvient à isoler le virus, suivi du HTLV3 en 84. Ensuite, les premiers espoirs thérapeutiques arrivent avec l'AZT en 87. Mais le vrai grand tournant, c'est 1996, le déploiement des trithérapies ou HART et la découverte absolument cruciale des fameux corécepteurs cellulaires. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le profil du virus. Il est temps de vraiment comprendre cette menace invisible. Jetons un œil à sa carte d'identité biologique. On a affaire à un virus de la famille des rétroviridés, et plus précisément du genre l'antivirus. En fait, c'est un rétrovirus ultra complexe, dont le design biologique est tout simplement conçu sur mesure pour s'infiltrer et s'installer de façon silencieuse et hyper tenace à l'intérieur de son hôte. Un truc super important à garder en tête. On ne parle pas d'un seul et unique virus. D'un côté, on a le VIH1. C'est lui le principal moteur de la pandémie mondiale, avec ses différents groupes M, N et O. Et de l'autre côté, on a le VIH2, qui est une forme beaucoup plus localisée géographiquement puisqu'on le retrouve principalement sur le continent africain. Et là, c'est un détail fascinant que le séquençage génétique nous a révélé. Une vraie enquête de détective. Le VIH2 partage une homologie d'acide nucléique de 75% avec le VIS, le virus de l'immunodéficience simienne qu'on trouve à l'état naturel chez certaines espèces de singes. C'est quand même un indice majeur pour retracer l'origine même de l'infection. Mais malgré toute cette complexité biologique, le virus a besoin de voies de transmission très directes pour faire de nouvelles victimes. Concrètement, le passage se fait avant tout par les contacts sexuels, par l'exposition sanguine, par exemple via des transfusions ou le partage de seringues, ou encore de la mère à l'enfant, que ce soit pendant la grossesse ou l'allaitement. On passe à la section numéro 3, les cibles du VIH. Voyons comment se déroule cette invasion biologique. Dès qu'il pénètre l'organisme, cet envahisseur déploie une stratégie qui est d'une ironie biologique absolue. Son but, cibler et neutraliser très exactement les cellules de notre système immunitaire qui sont censées le détruire. Il va venir parasiter en priorité les fameux lymphocytes TCD4+, mais aussi nos cellules présentatrices d'antigènes, comme les macrophages ou les cellules dendritiques. Pour bien se le représenter, imaginez le récepteur CD4 comme la serrure principale à la surface de nos cellules immunitaires. Et le virus, c'est un véritable as du crochetage. Il possède une protéine d'enveloppe très spécialisée qu'on appelle la GP120. Cette protéine agit comme une clé de très haute affinité qui vient s'insérer pile poil pour déverrouiller la cellule. Cela dit, juste tourner la clé dans la serrure ne suffit pas. Il y a une deuxième étape indispensable qui, d'ailleurs, restait un mystère pendant des années. En 1996, des chercheurs ont compris que le virus devait en plus s'accrocher à des corécepteurs. Le CCR5, par exemple, lui ouvre la porte des macrophages, alors que le CXCR4, qu'on appelle aussi la fusine, lui permet d'envahir les lymphocytes T naïfs. Ce système de double verrouillage, c'est vraiment le secret de la réussite de son infiltration. Section 4, les stades de l'infection. Ou comment l'attaque se traduit au niveau clinique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'infection ne ravage pas le corps du jour au lendemain. C'est une cascade qui se fait en 3 actes et qui détricote progressivement nos défenses sur des mois, voire des années. D'abord la primo-infection, ensuite la phase asymptomatique et enfin la phase symptomatique. Le premier acte, la primo-infection, est très trompeur parce qu'il ressemble souvent à un banal syndrome pseudo-grippal. À ce stade, dans le sang, on peut détecter l'antigène P24, qui est la signature directe du virus. Et c'est cette première offensive qui va pousser notre corps à produire des anticorps, que l'on pourra repérer via une sérologie environ 3 à 12 semaines plus tard. Après ce premier contact, on entre dans une phase incroyablement insidieuse. C'est la phase asymptomatique. Cliniquement parlant, c'est le calme plat. Tout a l'air d'aller pour le mieux. Mais attention, c'est un leurre. Biologiquement, le virus est en surchauffe totale. Il se multiplie et il bousille silencieusement, mais très sûrement, notre réserve de lymphocytes T.
Et puis, inévitablement, le système immunitaire finit par flancher sous le poids de l'attaque. On bascule alors dans le stade symptomatique. Pour le stade B, par exemple, l'organisme commence à émettre des signaux d'alerte, dits mineurs, mais qui en disent long. Une perte de poids inexpliquée, des mycoses qui ne partent pas, des infections respiratoires à répétition, ou encore l'apparition d'un zona. Ce qui nous précipite vers notre 5e et dernière section, le stade SIDA, l'étape finale de cette infection. L'arrivée au stade du sida, le fameux syndrome d'immunodéficience acquise, c'est un peu le point de rupture biologique si aucun traitement n'est mis en place. À ce moment-là, c'est simple, l'architecture même de notre immunité cellulaire s'est totalement effondrée. Sans défense pour lui barrer la route, le virus relance une réplication massive et incontrôlée. C'est presque mathématique. Regardez bien cette corrélation. Plus notre armée de CD4 s'effondre, plus le danger est grand. Dès que le compte passe sous la barre critique des 100 ou pire des 50 CD4, c'est la porte ouverte aux maladies opportunistes. Des pathogènes redoutables comme le parasite de la toxoplasmose ou le cytomégalovirus en profitent pour s'engouffrer dans la brèche et déclencher des infections gravissimes. Mais ce n'est pas tout. Comme le corps n'a plus ses patrouilles immunitaires pour repérer et éliminer les cellules anormales, il devient hyper vulnérable à l'apparition de cancers sévères, ce qu'on appelle les néoplasies. On retrouve des formes spécifiques liées à ces déficits, comme le redouté sarcome de Kaposi, le lymphome de Burkitt ou encore le cancer invasif du col de l'utérus. Pour conclure ce décryptage, ça fait réfléchir, non? Aujourd'hui, la science nous permet de cartographier avec une précision chirurgicale la moindre serrure et la moindre clé de ce virus. Mais face à cette course aux armements permanente entre la mutation virale et l'ingéniosité humaine, une question se pose. Que nous apprend vraiment cette bataille sur le futur de la médecine moderne? Je vous laisse méditer là-dessus. À très vite pour une prochaine exploration.